C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h dimanche. Le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion entre dans sa phase active à Ségou. Les premiers ex-combattants ont reçu leur carte de démobilisation en tant que soldats de deuxième classe au sein des FAMA. Manger sain, biologique, les produits de l'agriculture, tel est le combat de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. Pour ce faire, elle vient d'organiser la première édition du Forum national de l'agriculture biologique et de l'agroécologie avec plus de 300 participants à Bamako. Demain 1er décembre, le Mali, à l'instar du monde entier, célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous allons faire l'état des lieux de la maladie dans notre pays avec le docteur Ishaka Moumoun Kone. Il est le secrétaire permanent du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Le thème au Mali cette année est VIH-Sida, crise de financement extérieur, une opportunité pour un financement souverain. Au Mali, les routes continuent de tuer et pour mettre fin à la hausse, l'Agence nationale pour la sécurité routière, la NASER, a mis des mécanismes en place. Nous en parlerons avec le directeur général adjoint de la structure, Issa Bakari Traoré. Hors du Mali, en Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo demande la libération des prisonniers d'opinion. En Guinée-Bissau, après un stop au Sénégal, le président de Ju, Oumarou Sissoko Embalo, est depuis hier au Congo-Brazzaville. En République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, monte au créneau contre les puissances extérieures dans la gestion du conflit dans son pays et appelle ses compatriotes à s'unir pour mettre fin au conflit. En sport, dimanche de compétition africaine pour les clubs maliens, le stade malien de Bamako à domicile contre Simba de Tanzanie et à l'extérieur à San Pedro en Coupe de la Confédération. Ce sera pour le Djoliba AC. Dans Focus Santé de ce journal, on parlera de l'andropause chez l'homme qui a un déficit hormonal. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Dimanche 30 novembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Un journal que nous ouvrons dans la cité des Balanzans, Ségou, la 4e région. Lancement à Markala du processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. Les premiers ex-combattants ont reçu leur carte de démobilisation, consacrant ainsi leur intégration au sein des forces armées maliennes en tant que soldats de deuxième classe. La cérémonie a mobilisé les autorités régionales et les membres de la Commission nationale de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. On fait le point avec Kandesila. Ils sont deux jeunes ex-combattants et ressortissants de la région de Bandiagara à recevoir des mains des autorités régionales de Ségou leur carte de démobilisation. Cette remise matérialise ainsi leur intégration au sein des forces armées maliennes en tant que soldats de deuxième classe et marque du coup le lancement officiel des opérations de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration au niveau de la région de Ségou. Commissaire général des brigades, Souleymane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Chaque arme déposée, chaque intégration, réinsertion réussie constitue une victoire collective pour notre pays en faveur de la paix, en faveur de la cohésion nationale. Le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration concerne les groupes armés et les groupes d'autodéfense ayant adhéré au processus de paix. Général de division Ibrahim Fane, président de la Commission nationale d'intégration. Les présentes opérations DDR et intégration de 2000 ex-combattants dans les forces armées maliennes en tant que soldats de deuxième classe, conduites conjointement par les deux commissions et sous la tutelle du général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, témoignent de la volonté ferme du gouvernement de démobiliser tous les groupes armés et constitue également un pilier de la réconciliation et de la stabilité et vise à une réintégration socio-économique des ex-combattants dans la société. Une visite guidée du site à Markala aura permis à la délégation de mieux s'imprégner des conditions d'accueil des ex-combattants. Ségou, Kandesila, Kramo Traoré pour leur thème. Voilà le Mali engagé dans la démobilisation des ex-combattants.
Et nous sommes en ligne avec le docteur Ishaka Moumoun Kone, le secrétaire permanent du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Avec lui, nous allons parler dans un instant de la situation du sida dans notre pays. Docteur Kone, bonjour et merci d'être en direct dans ce journal. Bonjour, M. Dao. Nous l'avons dit, demain c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida dans le monde, également au Mali. Déjà, peut-on faire l'état? Comment se porte le sida au Mali? Merci, M. Dao. Permettez-moi quand même d'exprimer ma profonde gratitude au général d'armée, chef de l'État, président de la transition, président du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida. Permettez-moi aussi d'exprimer ma gratitude à l'attention du ministre général de division Abdoulaye Maïga, qui ne ménage aucun effort réellement pour accompagner le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida afin de nous permettre de contrôler quand même cette maladie. Maintenant, pour revenir à votre question, la tendance du VIH-Sida est quand même à la baisse au Mali, chose que nous pouvons affirmer et confirmer par des chiffres. Parce qu'en 2022, nous avions dénombré environ 120 000 PV-VIH au Mali et en 2024, nous sommes à 111 000 PV-VIH au Mali. Donc, par rapport à la prévalence, en 2022, 2021, 2022, on était à 1%. Aujourd'hui, nous sommes à 0,76% de prévalence, des taux de prévalence au Mali. Donc, on peut aussi confirmer par les chiffres avec les nouvelles infections. En 2022, on était à un peu plus de 5 200 nouvelles infections. Et en 2024, nous avons enregistré 4003 nouvelles infections. Donc, pour vous dire avec ces chiffres que vraiment la tendance est à la baisse, avec réellement l'apport des plus hautes autorités pour accompagner réellement le secrétariat exécutif dans la coordination, dans le suivi et la mise en œuvre des différentes activités. Concrètement, qu'est-ce que le Mali a fait pour que la prévalence baisse dans notre pays? Et ce que le Mali a eu à faire, c'est d'abord l'implication des plus hautes autorités à accompagner le secrétariat exécutif sur le plan financier, sur le plan matériel, mais aussi la mobilisation de l'ensemble de la société civile. Parce que vous conviendrez avec moi qu'avec les crises multidimensionnelles que le Mali a eu à subir, et surtout avec la dernière crise, la dernière décision du gouvernement américain de faire des coupes budgétaires au niveau de leur politique de santé. Donc, avec cet accompagnement, et réellement, le secrétariat exécutif, avec l'ensemble de la société civile, c'est la société civile avec la remobilisation de la société civile, c'est ce qui nous a permis réellement d'accompagner, d'atteindre cette baisse au niveau du Mali. Vous venez de parler justement de financement et cette année, le thème a un rapport avec le financement puisque le thème au Mali est VIH-Sida, crise de financement extérieur, une opportunité pour un financement souverain. Au niveau du Sida, c'est la souveraineté qui est décrétée également? Exactement, exactement. Vous savez, dans le monde entier maintenant, on a connu beaucoup de crises, surtout au Mali, des crises multidimensionnelles. Donc, la première crise qui a eu un impact considérable sur le financement du VIH-Sida et la tuberculose, c'est la COVID-19. Donc, avec l'avènement de la COVID-19, les gens ont pratiquement mis en sourdine, en veilleuse, la lutte contre le VIH-Sida. Et la seconde crise mondiale, réellement, ce sont les coupes budgétaires qu'on a constatées en 2025 par rapport à la politique sanitaire des États-Unis. Donc, toutes ces crises ensemble nous montrent que pourquoi les États-Unis ont eu à faire ça. Et en même temps, il y a d'autres pays avec l'insécurité dans le monde. Tous les pays sont en train de courir vers le réarmement, l'armement et la protection de leur pays. Donc, leurs investissements vont dans ce sens. Donc, c'est pour cela, nous, en tant que pays en Afrique du Sud du Sahara, il est important que nous réfléchissons, on se mette à table réellement pour voir comment rendre souverain la prise en charge de la santé globalement et la lutte contre le VIH-Sida en particulier. Donc, il faut comprendre que toutes les donations que les partenaires font, ce sont des donations qui viennent de leur peuple. Ils ne créent pas. Donc, il faut que nous, en tant que dirigeants, nous nous mettons à table pour essayer de voir comment impliquer le peuple dans le financement des actions prioritaires du chef de l'État. Déjà, le chef de l'État a pris une politique, a mis en place une politique dans ce sens.
à savoir les taxes qui ont été mises sur les téléphonies mobiles. Donc c'est une politique réellement qui nous permet, ce sont des politiques innovantes de financement réellement qui nous permettent de juguler à beaucoup de questions. Et nous avons aussi réfléchi dans ce cadre pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut proposer au chef de l'État pour qu'on ait cet accompagnement politique afin que réellement nous puissions avoir un financement souverain dans le cadre de la lutte contre le VIH et la tuberculose. Docteur Koné, au-delà de tout ça, quel autre mécanisme on peut mettre en place pour que dans les années à venir, on ait au Mali 0,4 sida? Oui, en dehors de l'accompagnement du secteur public, il y a le secteur privé qui est là, qu'il faut aussi remobiliser. Réellement, je fais allusion par exemple au secteur minier. Vous savez que le VIH, la prévalence est très très élevée dans les zones minières à cause de la richesse qu'on retrouve là-bas. Donc, il est important de remobiliser aussi le secteur minier pour essayer de voir comment ce secteur minier pourrait contribuer réellement. Donc, il y a même des panels qui sont prévus par rapport au secteur public, au secteur privé, essayer de voir des panels qui seront animés par les ministres certainement, donc qui vont essayer de nous expliquer, qui vont essayer de prendre des engagements pour nous accompagner réellement dans la mobilisation des différents secteurs afin de pouvoir mettre différents mécanismes en place pour le financement du VIH-Sida. Et dans l'éducation sanitaire de la population, qu'est-ce qui est prévu? Dans l'éducation sanitaire de la population, c'est un aspect très important. Cet aspect concerne la prévention. Vous savez, en matière de lutte contre les pandémies et les épidémies, la prévention doit occuper environ 70% réellement des actions. Et malheureusement, c'est cette prévention qui n'est pas prise en charge par les partenaires techniques, et financiers. Donc, il est important que nous réfléchissons. Nous avons déjà commencé en remobilisant réellement au niveau des écoles et des universités les clubs anti-sida. Donc, nous avions remobilisé, mis en place et formé ces clubs anti-sida afin qu'ils puissent quand même expliquer, éduquer, en tout cas leurs pairs, pour qu'ils puissent éviter ces trucs. Donc il y a la société civile, je l'ai dit, la population en majeure partie est regroupée en des groupes, soit des tontines, la société civile a des regroupements qui nous permettent réellement de travailler par ces groupements pour atteindre l'ensemble de la population. Donc il faut qu'on soit disponible à accompagner cette société civile afin qu'ils puissent bien faire leur travail. Vous êtes optimiste dans quelques années pour un Mali sans sida? Je suis très optimiste parce que le chef de l'État a eu la décision impopulaire. Un politique ne pouvait pas prendre cette décision de taxation pour pouvoir régler les problèmes du pays. Donc c'est une décision impopulaire. Impopulaire dans le sens où les gens vont comprendre que nous sommes en train de perdre un 100 francs, un 50 francs, mais alors que l'impact de cette cagnotte sur la vie de la population est énorme. Donc, si le chef de l'État a pu prendre cette décision impopulaire, pourquoi ne pas prendre d'autres décisions impopulaires qui vont réellement nous permettre d'éliminer, en tout cas, le VIH à l'horizon 2030. Cela est possible avec l'implication des plus hautes autorités. Et je me permets aussi de remercier le CNT qui accompagne l'ensemble du processus avec le secrétariat exécutif. Docteur Ishaka Moumoun Koné, vous êtes le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le VIH-Sida au Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Daw. Merci bien. Allez. Alors, 13h13, d'un invité à un autre. Après la maladie, nous allons sur les routes puisque le deuxième invité de cette 13h dimanche est le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité, directeur général adjoint de l'Agence nationale de la sécurité routière, Issa Bakari Traoré. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour. Nous allons parler de souvenirs des victimes d'accidents de la route, puisque au Mali, les routes continuent de tuer. Pourquoi? Merci beaucoup. Allez-y. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, tant qu'il y a des routes, tant qu'il y a des engins, il y a des risques également à ce qu'il y ait collision, il y a des risques également à ce qu'il y ait accident. Donc, c'est par rapport à tout ça là que l'Agence nationale de la sécurité routière, la NASER, a entrepris depuis quelque temps des vastes campagnes de sensibilisation, de formation et à la sécurité routière à l'endroit de tous les usagers de la route. Tous les usagers de la route, vous parlez de sensibilisation. C'est vrai que depuis de nombreuses années, on parle de sensibilisation au Mali. Est-ce qu'il n'est pas temps de laisser la carotte pour prendre le bâton? Exactement, les mêmes observations quand même ont été
et porté quand j'étais dans l'autre studio, c'est vrai. Vous savez, il y a également la carotte dont vous parlez tout de suite là, parce que quand je parle de sensibilisation, c'est vrai, formation également, c'est des activités aussi phares. Mais sur le terrain, avec les différentes conventions que nous avons signées avec la direction générale de la police, la direction générale de la gendarmerie, nous faisons en sorte que tout ce qui conduise à l'incivilité sont également sanctionnés, verbalisés. Et je crois que la carotte également, nous sommes dessus. Et c'est la raison pour laquelle il y a un nouveau code de la route qui a été élaboré depuis belle lurette et validé également en 2023 qui est en vigueur actuellement. Monsieur Traoré, alors pourquoi se souvenir des victimes d'accidents de la route? Se souvenir des victimes des accidents de la route, vous savez, parfois quand on... depuis 1990, il y a certaines organisations de la société civile qui se sont regroupées ailleurs. Et compte tenu également du caractère grandissant et croissant de l'événement par rapport aux victimes des accidents, les Nations Unies ont officialisé à travers également une résolution à partir de 2005. Donc à partir de 2005, la journée mondiale de souvenir des victimes de la route a été officielle. Pour dire également qu'à partir de cette date qui est pratiquement célébrée, commémorée chaque mois de novembre, précisément le 3e dimanche du mois de novembre. Dimanche de novembre, pourquoi? Parce qu'on suppose qu'à partir du mois de novembre, l'année tend vers sa fin. C'est de un. De deux également, c'est une période également encore plus pratique, où il n'y a pas également de collision, je parle en sécurité routière, il n'y a pas de collision entre les fêtes, soit les grandes fêtes. Et dimanche, c'est un jour également, pour certains jours, de grande mobilisation des institutions, des sociétés, des organisations de la société civile, et en un mot, sans contrainte professionnelle, où on peut pratiquement toucher tout le monde. Donc voici entre autres pourquoi la journée mondiale de souvenir des victimes d'accidents de la route. Mais cette journée souvenir a au moins 4 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est se souvenir des victimes. Se souvenir des victimes, c'est un moment pour honorer celles ou ceux qui ont perdu la vie et qui ont été gravement blessés sur la route. Pas dans un esprit de tristesse, mais dans une logique de mémoire et de respect. Donc le deuxième point, c'est reconnaître le travail crucial également des services d'urgence. L'urgence, je disais tout à l'heure que l'urgence commence depuis là où l'accident se produit, à travers le balisage, les services qui relèvent également... La gendarmerie, la police nationale, exactement, le constat. Exactement, le constat. Y compris également les services de secours, la protection civile, et qui achemine jusqu'aux urgences des hôpitaux, des CCRF et des CESCOM. Maintenant, soutenir les familles, donc cette journée, c'est pour rappeler aux familles également des victimes qui ne sont pas seules et qu'il y ait toute une communauté qui comprend les épreuves. En quatrième position, c'est rappeler également aux accidentés, c'est rappeler également aux usagers que l'accident n'est pas une fatalité. Et l'accident n'est pas une fatalité, c'est dire aussi qu'on peut mieux et qu'on peut mieux faire pour éviter également des accidents de la route, en agissant sur quoi? En agissant sur le comportement, en agissant également sur l'infrastructure routière, en agissant sur la réglementation et surtout dans la prévention. Les 4 points que vous venez de citer, souvent on a l'impression qu'au Mali, ça n'existe pas. Ces 4 points existent, ça existe bel et bien. Parce que vous venez tout de suite là, on vient de célébrer cette journée. C'est vrai, ce que je viens de dire, ce n'est pas seulement une journée, mais pratiquement c'est le quotidien du département des transports et des infrastructures à travers l'Agence nationale de la sécurité routière. Mais en dehors également cette journée, parce que c'est seulement par le passé, c'est uniquement une journée qui est commémorée, où madame ou pratiquement le responsable du département de tutelle s'adresse également à l'ensemble des usagers de la route à travers le message RTV. Maintenant, hormis ça, nous avons pratiquement pris les 2 semaines de l'année. Je dis les 2 semaines de l'année, les 2 dernières semaines du mois. Et cette année, qu'est-ce qui a été fait? Et Madame le ministre
avec sa collègue Madame le ministre des Transports et des Infrastructures et sa collègue de la Santé et du Développement Social, ont rendu une visite également aux accidentés de l'hôpital Gabriel Touré, où des kits de premiers soins ont été donnés à l'hôpital Gabriel Touré et l'hôpital de Kati. Avant de rendre des visites aux blessés des accidents de la route, est-ce qu'il ne faut pas prévenir ces accidents et pourquoi on peine à le faire au Mali? On prévient ces accidents, c'est ce que j'avais dit en amont. Qu'est-ce qui a été fait? C'est-à-dire quand on parle de sensibilisation, on parle de formation, y compris les différentes conventions que nous avons également avec la gendarmerie, la police, y compris la protection civile. C'est-à-dire que faire en sorte qu'il y a une nouveauté également dans nos différentes conventions, faire en sorte qu'à chaque fois quand il y a une formation, et quand il y a une formation, que ce soit des formations avec pratiquement toutes les couches socio-professionnelles, il y a des secouristes qui viennent également administrer. Parmi les mesures de prévention, on peut citer le port de casque pour les motocyclistes ou les engins en deux roues, et également le port de ceintures de sécurité pour les véhicules, le taux de test d'alcoolémie qui est en vigueur depuis de nombreuses années. Malgré tout ça, dans le quotidien des gens, on voit que ce n'est pas pratiqué. Vous savez, on sort, je ne sais pas si vous voyez également la circulation. La NASER sort pratiquement le mois, prend au moins 3 jours, 4 jours dans le mois, que ce soit en urbaine ou en race campagne, pour contrôler tout ce que vous venez de dire. L'éthylotest, y compris la santé de sécurité, par rapport à tous ces aspects-là, nous sortons et nous verbalisons. Vous voyez, aujourd'hui, quand on a fait un sondage récemment, mais par rapport à ce qui, même la population lambda, vous sortez aujourd'hui dans la circulation, vous verrez également que le port de ceinture a eu une nette amélioration, contrairement aux années antérieures. Il y a un autre problème aujourd'hui, c'est le phénomène des produits stupéfiants qui influe également sur ce que vous prévoyez à ce niveau. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et nous avons réceptionné des équipements qui ont été mis à la disposition de la police et de la gendarmerie pour tester tout individu par rapport également à la consommation de ces produits stupéfiants et qui montent également dans les engins pour conduire et qui peuvent provoquer également des accidents très graves. Monsieur le directeur général adjoint, un appel à l'endroit des usagers de la route? Bon, l'appel que j'ai à lancer aux usagers de la route, c'est vraiment dire qu'à la NASER, nous travaillons chaque jour pour vraiment renforcer et promouvoir la sécurité routière. Donc, franchement, donc l'occasion est pour nous aujourd'hui d'appeler chacun à promouvoir un comportement plus responsable et à adopter un comportement responsable et être aussi courtois et discipliné, si je veux m'exprimer ainsi, dans la circulation. Nous serons là pour vous aider dans votre communication à continuer la sensibilisation pour les usagers de la route. Je rappelle que nous étions tout à l'heure avec M. Issa Bakari Traoré, il est le directeur général adjoint de l'Agence nationale de la sécurité routière, la NASER. Et puis, un autre pas important pour les autorités du pays, c'est l'agriculture. Ouverture hier à Bamako de la première édition du Forum national de l'agriculture biologique et de l'agroécologie au Mali, appelé FENABio. Cette initiative de l'Association malienne pour la solidarité et le développement et ses partenaires vise à renforcer la dynamique nationale de transition agroécologique. Plus de 300 participants du Mali et de la sous-région, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée-Conakry, sont à Bamako pour partager leur savoir-faire et inciter les décideurs à mettre en place une politique de l'agriculture biologique afin de lutter efficacement contre l'insuffisance alimentaire. Reportage Aïssata Saliou Maïga. En se réunissant pour cette première édition du Forum national de l'agriculture biologique et de l'agroécologie au Mali, FENABio 2025, les acteurs du secteur entendent promouvoir les bonnes pratiques agricoles tout en assurant la sécurité alimentaire. Hamidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. Le forum mettra en exergue les acquis du mouvement social de la transition agroécologique et biologique porté par la société civile et les acteurs du développement durable au Mali. Il facilitera sans doute l'avis et l'éveil de conscience des populations sur les dangers de la pollution de l'environnement à travers l'utilisation abusive des produits chimiques, synthèses toxiques souvent interdits en Union européenne mais exportés en Afrique massivement.
des semences OGM avec des risques sur la santé humaine, animale et végétale. Bonkungo Sayouba, président du conseil d'administration du Sénabio du Burkina Faso. Et je pense qu'on aura l'opportunité vraiment de développer d'autres éditions les années à venir et de travailler à regrouper pas mal d'organisations de la sous-région pour qu'ensemble on puisse soutenir cette dynamique qui est une dynamique durable, qui est une dynamique qui fait la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique dans les pays de l'AES et également qui est une dynamique qui va nous permettre d'être plus résilients face au changement climatique, qui va nous permettre de pouvoir lutter contre la désertification et qui va nous permettre de pouvoir conserver la biodiversité. Cette initiative de l'Association malienne pour la solidarité et le développement et ses partenaires offre l'opportunité aux acteurs du monde de l'agriculture d'être informés et sensibilisés sur les dangers de la pollution sur l'agriculture à travers l'utilisation abusive des produits chimiques, surtout de pouvoir renforcer la dynamique nationale de transition agroécologique. Souleymane Yakouba, directeur national de l'agriculture. L'agroécologie apparaît comme une voie sûre, durable et porteuse d'espoir. Elle régénère des sols, protège la biodiversité, crée des emplois verts, renforce les économies locales et assure une alimentation saine aux populations. Ce forum qui est placé sous le thème l'agriculture biologique et l'agroécologie face aux défis du changement climatique et de la souveraineté alimentaire au Mali regroupe plus de 300 participants venus de l'intérieur du Mali, de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée-Conakry. Actualité hors du pays. En Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains, PPACI, dirigé par l'ex-président Laurent Gbagbo, a procédé hier au lancement officiel de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion appelée ILPO. Le but de cette nouvelle plateforme est d'œuvrer pour la libération immédiate et sans condition de plusieurs de ces militants arrêtés après la marche dite interdite du 11 octobre dernier. Certains ont même été jugés et condamnés pour troubles à l'ordre public. En Guinée-Bissau, l'ex-président Oumarou Sissoko Embalo est arrivé hier au Congo-Brazzaville après un stop de quelques jours au Sénégal. Pendant ce temps, dans le pays, plusieurs sièges de partis politiques ont été perquisitionnés, notamment le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PPAIGC, le principal parti du pays, ainsi que le Parti de renouveau social PRS, formation du candidat de l'opposition Fernando Diaz. Au Cameroun se tiennent ce dimanche des élections régionales. Un mois et demi après la présidentielle du 12 octobre dernier, c'est un scrutin indirect. Ce ne sont pas les simples citoyens camerounais qui votent, mais uniquement les élus municipaux et les chefs traditionnels. Ils sont appelés à désigner pour un mandat de 5 ans les instances dirigeantes, les conseils régionaux des 10 régions du pays. C'est la deuxième fois que ces élections régionales sont organisées. Pour en parler, nous recevons en direct dans ce journal Mohamed Sangaré. Mohamed, bonjour. Bonjour, Ousmane Daou. Est-ce que la tenue de ces élections régionales atteste la stabilité du pays et la situation post-électorale maîtrisée? L'organisation des élections régionales ce dimanche est brandie par les pouvoirs comme la preuve qu'il n'y a pas de crise post-électorale au Cameroun. Selon une source gouvernementale, bien que concédant quelques remous récents, la tenue du scrutin démontre une situation maîtrisée et la poursuite du processus de décentralisation. Au sein du parti présidentiel, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un cadre reconnaît que ces régionales seront l'occasion de reprendre son souffle après une séquence politique éprouvante malgré la prestation de serment de Paul Biya pour un 8e mandat. Le parti qui contrôle déjà 9 régions sur 10 vise un carton plein lors de ses votes. Le scrutin se déroule cependant avec le même corps électoral, les élus principaux de 2020, les municipales ayant été repoussées
un point vivement dénoncé par plusieurs voix de l'opposition. Face à cela, l'avocate Alice Ngom, nouvelle porte-parole de l'opposant Issa Tchoroma Bakari, qui conteste toujours la réélection de Paul Biya, mène la charge. Elle a lancé sur Internet un appel au régional du peuple, invitant les Camerounais à exprimer leur défiance en ligne contre ce qu'elle qualifie de mascarade. Les observateurs s'attendent à scruter les résultats pour détecter si localement les chefs traditionnels expriment une éventuelle lassitude ou un mécontentement envers le système gouvernant. Ousmane Dao. On reste en Afrique centrale. Mohamed Sangari, dans le Grand Lac, en République centrafricaine, les électeurs sont appelés aux urnes le 28 décembre prochain pour élire le président de la République, les députés ainsi que les représentants municipaux régionaux. Dans une lettre, la conférence épiscopale qualifie ce quadruple scrutin d'historique. Elle appelle au dialogue afin de prévenir toute violence en période électorale et exhorte les candidats comme les partis politiques à la tolérance et au sens des responsabilités. Les évêques invitent également les citoyens à exercer un vote responsable et éclairé. En République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, dénonce les processus de Washington et de Doha qui l'accusent d'hypothéquer l'avenir de son pays. Dans une longue déclaration rendue publique hier, il critique des initiatives de paix selon lui conçues loin du peuple congolais dans des capitales étrangères, sans transparence, sans inclusion et sans volonté réelle d'attaquer les causes profondes du conflit. Le prix Nobel de la paix appelle les Congolais et les Congolaises à refuser d'être la variable d'ajustement des rivalités géopolitiques et à reprendre en main leur destin. Au Congo-Brazzaville, à l'occasion de la célébration du 67e anniversaire de l'indépendance, le président Denis Sassou Nguesso a fait une déclaration et a promis de faire preuve de fermeté absolue face au groupe de délinquants communément appelés bébés noirs qui sèment la terreur dans tout le pays. Il est également revenu sur sa participation à la COP30 à Belém au Brésil, affirmant avoir renouvelé son plaidoyer pour la préservation des écosystèmes tropicaux et demandé des financements climatiques plus justes et équitables. Dans un instant, le sport. La 13e édition de la nuit AJSM, l'association des journalistes sportifs du Mali, a vécu hier dans un hôtel de la place et en football sur le terrain. Week-end très chargé pour les clubs maliens, notamment les deux mastodontes. En Ligue des Champions, le stade malien de Bamako reçoit ici au stade du 26 mars Simba de la Tanzanie, alors que le Djoliba est en déplacement pour défier en Côte d'Ivoire San Pedro. Le point de l'actualité, c'est avec Famourou Djourti. Compétition africaine des clubs, le stade malien de Bamako et le Djoliba joue ce dimanche. En Ligue des champions de la CAF, le stade malien accueille les Tanzaniens de Simba Sporting Club pour le compte de la deuxième journée du groupe D. Coup d'envoi 16h GMT au stade du 26 mars. Les Blancs restent sur un match nul 0-0 obtenu à Tunis face à l'Espérance sportive. De son côté, Simba a débuté par une défaite à domicile, battu 1-0 par Petro Luanda d'Angola. Toujours au compte de la deuxième journée, dans l'autre rencontre du groupe D, jouée ce samedi, l'Espérance de Tunis a concédé un autre match nul. Cette fois, un but partout en Angola contre Petro Luanda. En Coupe de la Confédération, le Djoliba C est en Côte d'Ivoire pour affronter le FC San Pedro. Le coup d'envoi est également prévu à 16h. Les deux équipes ont perdu leur premier match. Le Djoliba s'est incliné 1-0 à Bamako devant Olympique Club de Safi du Maroc, tandis que San Pedro a été battu 3-2 en déplacement sur l'USM Alger. Dans une ambiance chaleureuse, solennelle, le jardin de l'hôtel de l'amitié de Bamako s'est transformé en véritable temple de la reconnaissance. Pour sa 13e édition, la nuit de la JSM a une nouvelle fois réuni un public prestigieux, tous venus accompagner les journalistes sportifs et célébrer leur engagement sur le terrain comme dans les rédactions. Omar Baba Traoré, président de la JSM. La présente soirée est une rampe de lancement de notre opération Cannes avec un budget qui s'élève à 43 millions de nos francs. En rappel, la JSM se chargera de loger les journalistes accrédités au Maroc pendant un mois et assurera le transport local tous les jours du match. Chris Isbaen, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, est l'invité d'honneur de cette édition. Une participation symbolique à quelques jours de la Cannes 2025 que le Royaume chérifien s'apprête à accueillir.
Très heureux d'être parmi vous ce soir, entouré de passionnés de football, tout comme moi, qui partagent la même volonté de faire rayonner le sport africain dans toute sa richesse et sa diversité. Au-delà des distinctions décernées, la nuit de la JSM reste également un espace d'émotion artistique. L'artiste Djenaba Seck, accompagné de sa troupe, a tenu en haleine l'assistance, donnant à l'événement un éclat particulier. Sur un tout autre plan, Samuel Eto'o, ancien joueur international camerounais, a été reconduit ce samedi 29 novembre 2025 à la tête de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. L'Assemblée générale élective s'est déroulée au centre d'excellence de la CAF à Mbakobo, près de Yaoundé. L'élection, sans concurrent, s'est soldée par 85 voix sur 87. Cyclisme pour terminer, le Burkinabé Paul Domon, vainqueur du Tour du Faso 2025, a été élu ce samedi 29 novembre 2025 à Kigali, au Rwanda, meilleur coureur amateur africain. C'était à l'occasion de la cérémonie des prix d'excellence du cyclisme africain organisée par la Confédération africaine de cyclisme. Paul Domon était en concurrence avec l'aigle cycliste Tiemogo Djamoutene et le sud-africain Blaine Kik. Focus Santé. Focus Santé s'intéresse ce dimanche à un déficit androgénique lié à l'âge, autrement dit l'andropause chez l'homme. C'est quoi l'andropause? Les explications avec Koumba Sissé. Chez l'homme, avec l'âge, le taux de testostérone diminue progressivement et entraîne des symptômes physiques, sexuels et psychologiques. Cette mutation est appelée andropause ou déficit androgénique lié à l'âge. Professeur Daouda Sangaré, urologue au CHU, professeur Bokar Sidi Sall de Kati. L'andropause, contrairement à la ménopause chez la femme, n'est pas un arrêt de la fertilité. Il s'agit ici quand même d'une diminution de l'hormone sexuelle par excellence, la testostérone. La testostérone est une hormone qui est produite par les testicules. Dans 95% des cas, ça va maintenant essayer de jouer sur plusieurs fonctions, précisément les fonctions sexuelles et reproductives, la composition corporelle et la production des cellules du sang. Ça va jouer aussi un rôle important dans la santé musculaire aussi et osseuse chez l'homme, mais aussi également la fonction cognitive. Si cette diminution de la testostérone commence avec l'âge, dans certains cas, elle apparaît chez les jeunes. C'est un phénomène qui peut commencer déjà à partir de 30 ans, donc et toucher environ 6% de la population masculine. Donc si nous rentrons plus dans les détails, à partir de 50 ans déjà, 5% des hommes peuvent développer ce déficit. Et à 60 ans, ça peut atteindre 10%. À 70 ans, c'est autour de 15%. À partir de 80 ans, ça peut toucher jusqu'à 30% de la population. Il y a aussi l'obésité. Nous avons aussi l'alcoolisme, les stress chroniques chez l'homme. Les interactions médicamenteuses aussi peuvent entraîner aussi ce déficit. Nous avons 3 groupes vraiment de signes qui peuvent alerter. Donc il s'agit d'un sujet qui va se trouver dans un état d'érection insuffisante. Le deuxième groupe, nous avons les groupes vasomoteurs, c'est-à-dire la personne va constater des bouffées de chaleur, les sudations excessives, voilà, surtout la nuit, des troubles du sommeil. Le troisième groupe, la personne va avoir des troubles de mémoire. Aujourd'hui, il est joyeux, demain, il est très dépressif. Il se fatigue, il ne sait même pas pourquoi. Donc c'est une personne aussi qui aura souvent de la mal à s'orienter dans l'espace et dans le temps. Ce n'est pas tout. L'andropause amène un véritable déséquilibre dans la vie de l'homme. Très souvent, nous retrouvons une diminution de la masse musculaire. Bon, en plus de ça, à l'examen, on peut aussi retrouver que c'est une personne qui a une mauvaise distribution de la graisse corporelle. Surtout, la graisse va s'accumuler plus au niveau du ventre. Donc, on va aussi constater que la personne va pousser un peu les seins, appelée la gynécomastie chez l'homme, et aussi une diminution aussi de la taille des testicules. Donc, mais la confirmation vraiment de ce diagnostic passe par le dosage de l'hormone en question, la testostérone. C'est une analyse sanguine qui se fait dans les laboratoires. Donc, lorsque nous allons constater un déficit sur le premier dosage, un deuxième dosage est recommandé entre 2 et 4 semaines.
On doit aussi aller jusqu'à mesurer la densité osseuse, c'est-à-dire la qualité des os chez l'homme. Dans la prise en charge, plusieurs options sont possibles pour faire face à ces déficits androgéniques et améliorer l'état physique et psychologique du patient. La première étape, il s'agit d'une réorganisation de la vie de la personne. Par exemple, s'il y a une tension artérielle qui est greffée à cela, il faut corriger. S'il y a de l'obésité, il faut procéder quand même à la réduction pondérale de la personne. Il faut corriger, s'il y a un diabète associé, il faut corriger cela. Et aussi la reprise des activités physiques encadrées quand même par la médecine des sports, parce que très souvent il s'agit des sujets âgés. Maintenant, la deuxième étape de la prise en charge passe d'abord par apporter à l'organisme ce qui lui manque. C'est-à-dire c'est la testostérone qui lui manque, on va faire un traitement substitutif, soit par la voie orale, soit avec des injections ou même à travers la peau. Après cela, maintenant, le reste de la prise en charge, c'est le suivi de ce patient-là. Cet accompagnement médical permet d'améliorer la vie, la fonction sexuelle, l'humeur et la masse osseuse du patient. 13h38 à Dramane, Samégare, Logo-Kakulu. Ces localités sont situées dans la région des Cailles, première région du pays. Ce 13h dimanche prend fin. Il vous a été réalisé et présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Alimata Ouattara, assisté de Alassane Traoré, mise en ligne, Mohamed Koulibaly. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Fademba Keïta. Moi, je vous retrouve demain, lundi 13h, et toujours avec le même plaisir de vous servir. D'ici là, prenez soin de vous, car le programme continue avec la rétrospective de l'actualité qui vous sera présentée par l'ancien Keïta. Bonne semaine à venir à toutes et à tous. Excellent après-midi. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. À très bientôt.